Bonjour à vous et bienvenue dans le 208e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'album Moonlight Express, le nouveau projet commun du duo Thierry Smolderen au scénario, Alexandre Cléris au dessin et le tout est publié aux éditions du Seuil. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, la sortie de l'album Café de la Gare que l'on doit au scénario commun de Paul Vermersch et Inès Polosson, cette dernière signant aussi le dessin. Les dialogues sont de Thibaut Vermeau et le tout est publié aux éditions Sarbacane. Je parlerai ensuite de Rockabilly, titre qui nous entraîne dans une petite bourgade des États-Unis que l'on doit au scénario de Rodolphe, au dessin de Christophe Dubois et c'est publié aux éditions Daniel Maguen. Avec Punkassin, Magali Lehuche nous parle d'un sujet très intime mis en avant en ce mois d'octobre rose, celui du cancer du sein pour un titre paru chez Dargaud sous le label Charivari. Il sera temps ensuite de se rendre dans un domaine viticole au sein du très bon Bordeaux-Shanghai, du duo Marc Essersal au scénario, Amélie Cosse au dessin et c'est publié aux éditions Grand Angle. Je vous présenterai aussi Une bouteille à la mer, album co-signé Isabelle Autissier et Zelba, qui en signe aussi les dessins, un SOS lancé pour la préservation des océans pour un album coédité lui aussi chez Futuropolis, en même temps que chez Stock. Enfin, je terminerai par la réédition en intégrale de Malgré nous, titre qui nous transporte durant la Seconde Guerre mondiale, que l'on doit au scénario de Thierry Gloris, au dessin de Marie Théré, et c'est publié chez Cadran, des éditions Soleil, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore parmi les albums bonus. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. La sortie d'un nouvel album du duo Alexandre Cléris au dessin et Thierry Smolderen au scénario est toujours en soi un petit événement, tant on est à chaque fois certain de se laisser happer par un univers original doublé d'un dessin de toute beauté. La chose ne manque absolument pas avec Moonlight Express, titre qui nous entraîne à 2 époques bien différentes dans 2 pays, pour tenter d'y voir plus clair sur une drôle d'histoire qui prend racine dans un Berlin ravagé par les frappes russes. En effet, l'histoire débute en 1946, nous sommes alors en Allemagne, dans la zone soviétique, une ville où sévissent encore les werewolves, ces petits groupuscules qui ont encore la doctrine nazie chevillée au corps et qui sont bien déterminés à régler leur compte aux nouveaux occupants de la ville. Dans cet amas de ruines, on y retrouve aussi un détachement de militaires américains dont l'objectif va être de retrouver les biens et objets culturels spoliés par les nazis afin de les restituer à leurs propriétaires à qui ils ont été volés. Dans la petite équipe, on y retrouve Norman Bold et Jay Johnson, 2 soldats qui se connaissent depuis l'enfance, qui ont été élevés comme des frères et qui se retrouvent à devoir faire la chasse au trésor en pays germanique. De trésor, il en est aussi question quand la jeune et jolie Clarisse Darcier vient rejoindre son père pour qui les militaires travaillent, une jeune femme qui a connu intimement à Paris le beau Jay Johnson quelques mois plus tôt. Mais ici, les retrouvailles sont plutôt fraîches, tout juste ce mauvais moment est-il entrecoupé par la musique à l'harmonica que va jouer un jeune des rues, un certain V, dont on ne connaîtra jamais le nom, et qui semble avoir un véritable don une fois un instrument entre les mains. Et en musique, Jay Johnson et Norman Bold s'y connaissent aussi, les 2 jouent du jazz à l'occasion et poursuivront bien après la guerre une carrière modeste, ce genre de carrière où l'on joue chaque soir dans des petits cabarets.
Une fois le décor posé, et ici le scénario de Thierry Smolderen prend bien le temps d'installer le contexte et les personnages, nous allons entrer au cœur de l'intrigue sur laquelle repose une bonne partie de l'album. Au cours d'une opération pour récupérer un trésor dont le père Draganovich a eu vent, les militaires vont mettre la main sur de belles pièces, dont une en particulier va attirer l'attention, le faune de Michel-Ange, superbe masque tout en marbre qui est une pièce inestimable. C'est à la suite de cet événement que tout va s'accélérer et que l'intrigue va se mettre en place, donnant une nouvelle place au mystérieux inconnu musicien ainsi qu'à d'autres personnages dont la duplicité va apparaître au fur et à mesure des pages qui se tournent. Dans une seconde partie, nous sommes entraînés 12 ans plus tard du côté de Los Angeles, nous y retrouvons certains des personnages du premier chapitre pour bien comprendre ce qui s'est joué dans un train une nuit de 1947. Comme à chaque fois que le duo travaille ensemble, en plus d'une histoire captivante, nous retrouvons un véritable univers qui se déploie sous nos yeux, abordant ici des thématiques secondaires à l'histoire, mais importantes, comme la question du racisme. Si Norman Bold est blanc, son demi-frère Jay Johnson est noir, et le traitement réservé aux deux militaires est loin d'être égalitaire, comme on le découvrira à de nombreuses reprises ici. La musique joue aussi un rôle essentiel, l'ambiance est ici très jazzy, et le duo propose une playlist à découvrir sur YouTube qu'un QR code vous permettra de retrouver facilement, une bande musicale qui permet de s'immerger un peu plus encore dans cette histoire. L'amitié, l'amour, la loyauté, voilà aussi d'autres thèmes présents dans cet album qui met en son centre des personnages forts et attachants que l'on prend plaisir à suivre durant les 160 pages de cette lecture. Bien entendu, le dessin d'Alexandre Cléris est toujours aussi agréable à retrouver, lui dont le style si identifiable permet de donner du caractère et une véritable originalité à cet album dans lequel on a envie de prendre son temps avant de tourner les pages. Géométrique, riche en couleurs, rythmé, précis, ce dessin porte une identité graphique qui fait vraiment la singularité de l'auteur originaire d'Aurillac, un trait qui m'avait déjà plu dans des albums comme L'été diabolique, Feuilles volantes ou encore Une année sans Cthulhu. Disponible en librairie depuis le 12 septembre dernier, Moonlight Express est un album charmant et surprenant, un titre dans lequel on se plonge avec plaisir, que publient les éditions du Seuil. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est en 1968 que nous entraîne mon premier coup de cœur, un titre qui nous plonge dans une France marquée par les grandes manifestations du mois de mai qui apparaissent en arrière-plan d'une autre révolution qui, elle, va se jouer sur les planches. Dans l'album Café de la Gare, c'est la naissance de cet endroit mythique qui se raconte en présence de tous les protagonistes de l'époque, de Coluche, en passant par Romain Bouteille, Patrick Devers, Henri Guibé ou encore l'incontournable Rota. Mais avant de voir la naissance du lieu en question, la première partie de ce titre nous fait découvrir les différents acteurs qui en seront à l'origine, à commencer par le plus important d'entre eux, un certain Michel Colucci, que tout le monde appelle Coluche. En attendant d'attirer à lui la gloire et la lumière, celui qui n'est pas encore le comique ni le comédien confirmé qu'il deviendra ensuite, galère à tel point qu'il n'a plus l'argent nécessaire pour payer l'électricité qui vient de lui être coupée. C'est son ami Josie qui va le faire embaucher comme serveur à la Méthode, café où viennent se produire certains comiques et chanteurs, dont Romain Bouteille et Henri Guibé, sur la petite scène située au fond de la salle. C'est dans ce lieu que Coluche finira d'être convaincu que son rôle n'est pas de porter les consommations aux clients, mais plutôt d'être à son tour sur scène. C'est ainsi qu'en compagnie de ses amis, il décide d'inventer un lieu où l'on jouerait autrement. Plutôt fauché, le petit groupe va mettre la main sur une ancienne fabrique de ventilateurs, lieu à retaper complètement pour une troupe qui imagine justement un théâtre qui ne ressemblerait à aucun autre. C'est ainsi que le lecteur suit cette aventure humaine complètement folle, avec une troupe qui improvise à chaque soir, mais qui doit se séparer de Coluche qui prend trop la lumière pour un groupe dont la dynamique repose sur l'égalité.
Ce sont les scénaristes Paul Vermersch et Inès Polosson qui nous racontent cette histoire captivante, la seconde signant aussi les dessins avec un trait simple qui ne recherche pas le réalisme à tout prix. Les dialogues savoureux sont eux signés par le romancier Thibaut Vermeaux, des dialogues que l'on se plaît à parcourir tant ils rendent l'album vivant, donnant l'impression par moments d'assister à une véritable performance scénique. Avec une douce mise en couleur et un découpage rythmé, Inès Polosson, dont c'est ici le premier album de bande dessinée, propose aussi de se replonger dans toute une époque avec en arrière-plan les événements se déroulant en mai 68. C'est donc un véritable plaisir de se plonger dans ce titre, à plus forte raison si comme moi, on a aimé les personnages impliqués par cette aventure humaine. Café de la Gare est sorti le 3 septembre dernier chez Sarbacane, et vous aurez compris que ce fut un gros coup de cœur en ce qui me concerne. Changement d'ambiance avec Rockabilly, un titre qui nous entraîne dans un petit patelin des États-Unis, Hazard, lieu où vit la famille Wayne, composée du père et de ses 5 enfants. La mère s'étant fait la malle il y a quelques années et l'on comprend aisément pourquoi. En effet, au fil des pages qui se tournent, on se rend compte que c'est une bien drôle de famille que met en scène ici Rodolphe, qui signe ce scénario captivant pour un album qui accroche dès les premières pages. Mais avant de se plonger dans l'ambiance de cette famille complètement dysfonctionnelle, on découvre la nouvelle venue dès le début. Elle s'appelle Marie-Barbara, dite Barbie, et si elle est venue à Hazard, c'est pour y rejoindre son nouveau mari, Bram, le frère aîné des Wayne. À la gare, c'est Hank qui est venu chercher la jolie brune qui détonne vraiment dans ce panorama. Guitare à la main, Hank fredonne une chanson sur cette belle-sœur qu'il ne connaît pas encore mais qui l'ennuie déjà, l'obligeant à l'attendre à la sortie du train. Mais loin de celle qu'il imaginait, c'est en fait une belle rencontre qu'il fait en embarquant dans son pick-up cette belle-sœur avec laquelle le courant passe tout de suite. Il faut dire que les deux ont un point commun, l'amour de la musique et surtout du rock'n'roll. En même temps que le lecteur, la nouvelle venue découvre cette drôle de famille regroupée autour d'un père tyrannique et pervers dont la laideur psychologique se double d'une laideur physique, lui qui regarde avec lubricité sa belle-fille fraîchement arrivée. Les frères ne valent d'ailleurs pas mieux, quant à la sœur, son mutisme permanent se trouve entrecoupé d'accès de folie qui la conduiront jusqu'à l'asile psychiatrique. On comprend dès lors pourquoi Hank rêve de mettre sa famille à distance, lui embrasse l'espoir de faire carrière dans la chanson afin de voler de ses propres ailes et fuir cette famille qui sera marquée ici par de multiples tragédies. Difficile de trop en dire sur ce titre sans en déflorer l'intrigue, je me contenterai juste d'ajouter qu'en plus du scénario prenant signé Rodolphe, le dessin réaliste de Christophe Dubois finit de nous faire plonger dans cette histoire de la meilleure des façons. Son trait se veut précis pour faire pénétrer un univers moite et crasseux que vient contrebalancer la belle Barbie et les rêves d'un Hank à qui l'on souhaite dès le début une belle destinée. En couleur directe, alternant les teintes chaudes et les teintes froides, ce trait séduit dès le début de l'histoire, donnant au final un album qui se lit d'un trait et dans lequel la beauté et la laideur se mélangent. Ce sont les éditions Daniel Maguen qui publient ce titre arrivé en librairie le 11 septembre dernier, une lecture qui marque et que l'on retient pour un album qu'à mon tour, je recommande avec un certain enthousiasme. Apprendre du jour au lendemain que l'on a un cancer du sein est d'une violence inouïe. Pourtant, cette expérience arrive à de nombreuses femmes chaque année, et c'est cette violente expérience que nous raconte la talentueuse Magali Lehuche dans son nouvel album. Le titre s'appelle Punk à sein, clin d'œil à une célèbre expression, mais pas seulement, car dans l'album, au moment où elle apprend sa maladie, Magali redécouvre le groupe Les Clash, ou plutôt Le Clash, avec la figure de Joe Strummer qui va l'accompagner dans cette épreuve. Magali va bientôt avoir 40 ans quand un matin, en se regardant dans la glace, elle découvre ce qui ressemble à une petite ombre sur son sein gauche, doublée d'une boule qu'elle peut alors ressentir. En train de travailler sur un album où elle parle de sa relation avec les Beatles, elle a le bon réflexe d'aller consulter pour se rassurer et lui confirmer qu'il s'agit bien de quelque chose de bénin. Pourtant, rapidement le diagnostic est posé, cancer du sein, biopsie, opération, possiblement de la chimiothérapie et peut-être au bout de ce parcours une chose qu'elle n'ose imaginer,
la mort. Voilà la déflagration qui touche de plein fouet la jeune femme qui a la chance de pouvoir compter sur ses amis, son mari, ses filles, un entourage aimant et entourant qui ne permet toutefois pas de dissiper les craintes et la peur qui l'accompagnent au quotidien. C'est aussi le moment où se met en place une forme de solidarité avec d'autres femmes qui ont vécu le même parcours, qui ont livré le même combat que les stigmates sur leur corps ont transformé en punk, les fameuses punkassins. Pour Magali, c'est aussi l'occasion de repenser à sa grand-mère, certainement celle qui lui a transmis cet héritage bien encombrant, elle qu'elle semble avoir connue de loin, la fixant dans le temps avec son tricot sur les genoux, elle qui vivra toutefois jusqu'à plus de 90 ans. Raconté avec beaucoup de franchise et de justesse, avec un trait qui épouse les émotions que traverse l'autrice, l'album alterne entre gravité et légèreté, reflet de ce combat où le doute et l'espoir deviennent le lot du quotidien. Le dessin s'affranchit de la case, il est vivant, parfois comme jeté avec urgence sur le papier, un dessin dont les couleurs roses sont comme un clin d'œil à cette couleur devenue symbole de la lutte contre cette maladie. Bref, nous avons là un témoignage vraiment fort et un album formidable dont la lecture est conseillée à toutes et tous et surtout aux femmes ou aux quelques hommes qui se battent contre cette maladie. Disponible en librairie depuis le 19 septembre dernier sous la collection Charivari des éditions d'Argo, Punkassin est un titre vraiment fort à l'approche d'Octobre Rose, une lecture puissante dans laquelle j'ai été littéralement transporté. C'est dans les vignes du Bordelais que nous entraîne mon coup de cœur suivant, dans un domaine racheté il y a peu par un riche investisseur chinois, comme ce fut le cas pour de nombreux domaines de la région. Le propriétaire en question est installé à Shanghai, homme puissant, il a un fils, un certain Wei, qui fait preuve d'une certaine insouciance et qui vit avec légèreté, s'appuyant sur son père pour éponger ses dettes. C'est cette raison qui va pousser le paternel à envoyer le fiston en France, lui donnant l'ordre d'aller voir sur place ce domaine viticole qui pour le moment ne rapporte pas grand-chose, afin de lui faire des comptes rendus sur la façon avec laquelle il est géré. Bien entendu, dans un premier temps, en plus du choc des cultures symbolisé par la différence de langue, Wei n'a qu'une envie, c'est de profiter des joies qu'offre la côte atlantique pour s'adonner au surf ou encore draguer les petites françaises. Si le jeune homme essaye malgré tout de remplir sa tâche du mieux possible, on ne peut pas dire pour autant que ce voyage vers la France est de nature à le faire changer. Malgré tout, il commence à s'intéresser petit à petit à cette culture qui entoure la vigne, découvrant au passage tout un vocabulaire riche et la complexité du travail que va lui faire toucher du doigt l'œnologue du domaine. Elle s'appelle Lola, femme dans un milieu exclusivement masculin, elle est née et a grandi dans ce domaine qu'elle est contente de gérer, même si les propriétaires précédents ont dégradé cette maison qui se classe dans les crus bourgeois. Au passage, en même temps que Wei, le lecteur découvre les subtilités du monde viticole dans un album savoureux que l'on prend plaisir à déguster au fil des pages qui se tournent. Il faut dire que le rapprochement entre Wei et Lola va marquer un véritable changement chez le fils du patron qui, petit à petit, va se piquer pour le travail de la vigne et se lier d'amitié avec les différents acteurs de la région. C'est Marc Essersal qui signe ce scénario qui permet de toucher du doigt certains des enjeux liés au monde du vin, l'histoire ne reposant pas seulement sur la relation que vont entretenir Wei et Lola. Comme toujours avec Amélie Cosse, ici au dessin, nous retrouvons un graphisme plein de finesse et de légèreté, un dessin très agréable à parcourir qui finit de faire de ce Bordeaux-Shanghai, titre de l'album, un ouvrage qu'on lit avec plaisir. Avec des couleurs qui évoluent au fil des saisons et des situations, elle finit de nous plonger dans ce vignoble que tentent de régénérer Wei et Lola, couple très attachant à suivre ici malgré leurs différences. Ce sont les éditions Grand Angle qui publient cet album sorti en librairie le 17 septembre dernier, un titre qui tient en 208 pages que je vous recommande chaudement bien évidemment. C'est sur les mers et les océans que nous entraîne le nouvel album de Zelba, mais pour le coup, elle n'est pas seule pour nous entraîner dans cette aventure, puisque c'est en compagnie d'Isabelle Autissier qu'elle nous propose de faire cette promenade. L'autrice de bande dessinée est l'ancienne navigatrice, écrivaine et présidente de WWF France, se propose de nous parler de la mer et des océans, un sujet qui décidément trouve une large place sur les rayonnages de librairie, à l'image du restant Histoire de la mer.
Comme un appel à la sensibilisation des populations, l'album s'intitule « Une bouteille à la mer », une bouteille que jettent les deux femmes sous la forme d'un ouvrage qui fait 160 pages et qui va permettre d'en ressortir plus calé que jamais sur le sujet. Il s'avère, et je pense maintenant que vous le savez, que nos mers et nos océans sont en danger, résultat d'une activité humaine effrénée qui réchauffe l'atmosphère et qui dérègle complètement le climat et l'équilibre fragile que l'on retrouve sous l'eau. Qui de mieux placé qu'une femme qui a passé une partie de sa vie à les parcourir et à les étudier, Isabelle Autissier pour ne pas la nommer, pour accompagner ici une Zelba qui se met en dessin dans cet album en compagnie de sa co-autrice. Les deux femmes vont d'ailleurs nous faire rencontrer d'autres personnalités au sein de cet ouvrage, c'est le cas d'Isabelle Gail, celle que l'on surnomme la voix de l'océan et qui nous parle ici de recherches scientifiques sur les fonds marins. Car pour mieux appréhender la globalité du problème, il est important de savoir de quoi l'on parle, d'un espace où vivent des milliers d'espèces menacées par le réchauffement des océans, la surpêche, l'acidification ou encore la dégradation des écosystèmes pour y installer des éoliennes par exemple. Didier Gasquel, Olivier Poivre d'Arvor, Pierre-Ange Giudicelli ou encore Lamia Essemiali, militante active au sein de l'association Sea Shepherd, toutes et tous nous permettent de toucher du doigt les multiples enjeux qui touchent les milieux marins et par extension nous-mêmes. Si l'ouvrage n'est pas avare en informations et en rencontres, sa lecture demeure très agréable grâce au talent de Zelba qui n'hésite pas à insuffler une touche d'humour et de la bonne humeur tout au long de son travail. Son dessin au style très enlevé, parfois proche de la caricature, surtout quand il s'agit de se représenter elle-même, participe aussi au plaisir de la lecture en enrobant la complexité dans une couche de pédagogie bienvenue. Bien entendu, cette même lecture n'est pas des plus joyeuses pour autant, car le constat qui se dégage de l'album n'est pas des plus réjouissants, mais chaque intervenant n'hésite pas à distiller son lot de solutions dont certaines sont déjà mises en œuvre. Bande dessinée éclairante et captivante de bout en bout, elle est une pierre supplémentaire à la prise de conscience nécessaire des humains pour vivre demain sur une planète qui ne sera plus une menace pour le vivant, qu'il soit sur Terre ou dans les mers. Coédité par les éditions Stock et Futuropolis, éditeur historique de Zelba, Une bouteille à la mer est une lecture que j'ai trouvée passionnante, un ouvrage que je ne saurais trop recommander, sorti le 10 septembre dernier en librairie. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition de l'intégrale de Malgré nous, album qui reprend les 4 tomes de cette superbe et captivante série, sortie à l'origine entre 2009 et 2013. C'est en Alsace que nous entraîne cette série, région française de nouveau annexée par les Allemands, une région dans laquelle la langue et la culture allemande reprennent une place centrale au grand désarroi des familles qui vivent souvent très mal ce retour dans le giron teuton. Il faut dire que la brutalité de la SS ne plaide pas en faveur de la coopération d'une population qui va toutefois être contrainte d'aller servir sous l'uniforme vert de gris de l'armée allemande. Ils deviendront ceux que l'on appelle les malgré nous. Celui que l'on va suivre en grande partie, un peu moins dans le 4e et dernier tome, s'appelle Louis Fischer, on le découvre rapidement, lui et sa famille, jeune homme occupé entre sa passion amoureuse envers Annette et une vie de famille qui s'avère compliquée. Le début de l'histoire permet de mettre en place le décor de cette aventure que scénarise un Thierry Gloris dont l'histoire familiale se confond avec le récit qu'il nous raconte ici, permettant d'apporter justesse et complexité sur ceux qui ont servi pour le camp ennemi. À travers le personnage de Louis Fischer, il permet aussi de comprendre combien cette époque fut marquée par les trahisons, la violence, la méfiance ou encore les actes de résistance pour une population qui avait parfois bien du mal à trancher entre les deux camps, mais qui voulait surtout vivre en paix. Le personnage de Louis Fischer sera d'ailleurs confronté à un vieil ennemi de jeunesse que le destin va remettre sur sa route, un certain Konrad Hofer, qui va faire vivre un calvaire à notre héros en essayant de le transformer en bon petit soldat au service de l'idéologie nazie.
Pour mettre tout cela en dessin, le trait léger de Marie Thérée fait des merveilles, sa mise en couleur d'une sombre douceur colle parfaitement bien à l'ambiance générale qui ressort de cette histoire de la première à la dernière page. Il est d'ailleurs intéressant de voir ce trait s'affirmer au fil des tomes qui se retrouvent dans cette intégrale, bien que dès le premier épisode, elle déploie déjà une richesse de détails qui plonge tout de suite le lecteur dans cette période de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les éditions Soleil dans la collection Cadran qui publient cette nouvelle intégrale, l'occasion ici de se replonger dans cette histoire passionnante qui reprend vie ici sous nos yeux pour notre plus grand plaisir de lecteur. Ainsi se termine ce 208e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à Moonlight Express, le nouvel album du duo Thierry Smolderen au scénario et Alexandre Cléris au dessin, publié aux éditions du Seuil. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres parmi les albums bonus. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 20 octobre pour un nouvel épisode, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.